la question de ce soir, c'est pourquoi. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé cette question avant de venir ici. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'écris? Pourquoi je m'exprime? Et en fait, si on reprend la comparaison avec les samouraïs, nous sommes dans le 5e anneau de Musashi. Pour ceux qui connaissent les affaires de Musashi, Musashi est un samouraï qui était sans doute un des samouraïs les plus grands de toute l'histoire du Japon, et qui, à la fin de sa carrière, a abandonné complètement la voie de la guerre pour se consacrer à la poésie et à la peinture. Et il a exprimé ça comme étant le 5e anneau, c'est-à-dire qu'après avoir gravi tous les échelons, la maîtrise des armes, à la fin, il a dit qu'il faut tout réapprendre. Il faut tout reprendre à zéro, il faut se remettre en question et tout reprendre. Et c'est un peu la démarche qu'on va faire ce soir. Parce que on a maintenant vécu, enfin on vit à distance bien sûr, deux conflits. Le conflit ukrainien, sur lequel je me suis exprimé plusieurs fois devant cette noble assistance, et le conflit palestinien ou israélo-palestinien qui va être un des efforts de cette soirée. Le problème est que dans ces deux conflits, on a des similitudes et on a des mêmes drames en réalité qui se jouent. Et si on regarde, on compare ces deux objectifs, on voit que des deux côtés, on a un attaquant, c'est la Russie et le Hamas. Cette attaque aurait pu être évitée si on avait respecté les accords de Minsk en Ukraine et si on avait respecté les résolutions des Nations Unies de l'autre pendant 75 ans, 75 ans. On fait partir, ces attaques ont eu lieu le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023, mais en réalité, ces conflits sont bien antérieurs, les deux, mais nous continuons à les faire démarrer à ces dates-là. Les deux attaques avaient pour objectif de faire cesser une situation. Mais comme on fait abstraction de ce qui s'est passé avant le 24 février, avant le 7 octobre, eh bien, on ne voit pas ce qu'on a essayé de faire cesser. Dans les deux cas, on a une extrême droite à Kiev, on a une extrême droite à Jérusalem. Dans les deux cas, on a une forme de discrimination basée sur l'ethnicité et la race. La loi du 1er juillet 2021 en Ukraine, qui fait des Russes des citoyens de deuxième catégorie, et la loi de l'État-nation du peuple juif, qui fait des citoyens arabes israéliens des citoyens de deuxième classe. Et comme ce sont des situations qui sont pratiquement inextricables, on s'aperçoit que la seule réponse possible est entretenue de part et d'autre par un narratif, et que le narratif est devenu la base qui justifie la guerre en réalité. Et c'est ce narratif qui aujourd'hui est si important parce qu'il justifie tout et n'importe quoi. Ça veut dire que si ce narratif est faux, il nous engage dans la fausse direction. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut nous pencher sur ce narratif, et c'est ce qu'on va faire ce soir. Naturellement, du coup, la remise en question du narratif est interdite, bien sûr, et on le voit partout où on multiplie les actions contre ceux qui dévient du narratif officiel. J'ai dit qu'il y avait cette loi du 1er juillet 2021, la loi qui a été adoptée en Ukraine. Vous voyez ce que disait le député Oleg Seminsky, député de la Rada ukrainienne, le 2 juillet. Les Russes ne sont pas un peuple autochtone au sens de la loi, ils ne pourront donc pas jouir pleinement de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales définies par le droit international et prévues par la Constitution et les lois de l'Ukraine. Alors, avant de partir, je pense qu'il est important de comprendre une notion qui est un peu galvaudée, qui est la notion de conspirationnisme. Et pour ça, il faut savoir ce qu'est le conspirationnisme. Donc, ici, j'essaie de représenter ce point rouge qui est un événement. Vous pouvez y voir une guerre, vous pouvez y voir une crise, vous pouvez y voir ce que vous voulez. Ça peut être un événement personnel aussi, d'ailleurs. Cet événement, il est
le résultat d'une suite d'interactions entre des événements qui ont précédé. Un événement n'apparaît pas, enfin, sauf peut-être, même pas peut-être une explosion volcanique d'ailleurs, elle est aussi résultat de quelque chose. Nous sommes tous, chaque événement est le produit d'une suite d'autres événements, et peut-être il y a des événements qui n'ont pas, comme cet événement-là, qui n'a pas eu d'influence, mais tous les autres ont des influences comme ça, plus ou moins directes, sur cet événement désigné par ce point rouge. Le conspirationnisme, c'est l'art de sélectionner les points qui nous intéressent et d'en faire la cause de l'événement rouge. C'est ça le conspirationnisme, c'est de créer en fait des successions d'événements qui sont factices, avec quelquefois des relations entre elles qui sont fausses, mais qui permettent comme ça, et c'est le narratif, c'est la création du narratif en réalité. Et c'est exactement ce qu'on voit sur pourquoi le Hamas a attaqué le 7 octobre, pourquoi les Russes ont attaqué le 24 février, etc. Et quelquefois même, on réduit tout ça à un seul événement, et puis on a finalement, à la limite, simplement la folie des gens qui devient l'explication à quelque chose qui en réalité a une rationalité, mais on lui enlève toute rationalité. Et c'est important de comprendre parce que vous allez voir que dans la manière dont nous sommes informés sur les deux conflits, mais on mettra un peu plus l'accent cette fois-ci sur le conflit israélo-palestinien, eh bien vous verrez qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont pourtant parfaitement publiques, qui sont ouvertes, qui sont dans les résolutions des Nations Unies, et dont vous n'avez jamais entendu parler. Et vous voyez comme c'est important, parce que ici NBC News, en janvier de cette année, disait « En Ukraine, la contre-offensive est en train de faillir. Kiev et ses alliés sont inquiets à propos de perdre le contrôle du narratif. » Et puis, concernant, en décembre de cette année, dans Foreign Policy, les Américains constatent que les Occidentaux devraient arrêter de se battre autour des narratifs et puis commencer à se battre autour des faits. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Vous voyez ici, typiquement, Navalny assassiné. Alors je ne sais pas ce qui est arrivé à Navalny, je n'ai aucune idée. Mais à la télévision suisse romande, on nous dit que c'est un assassinat politique qui est l'issue logique des perceptions. Mais, vous voyez, si je regarde Ukrainska Pravda, le chef du renseignement militaire ukrainien nous dit que Navalny est mort de cause naturelle. Alors, je ne sais pas qui est le plus belliciste. Est-ce que ce sont les Ukrainiens contre leur ennemi russe ou les Suisses par rapport à un ennemi qui n'est pas leur ennemi, qui est la Russie? Vous voyez, on a d'un côté ce que nous dit la RTS, c'est une supposition qu'ils ont transformée en fait, et de l'autre, le chef du renseignement ukrainien qui est très anti-russe. Hein. Et pourtant, il nous dit qu'il est... Je ne sais pas quelle est la vérité entre les deux, mais je trouve intéressant de voir que l'ennemi des Russes nous dit une version qui est la même que celle des Russes, alors que nous inventons un narratif qui manifestement n'a jusqu'à maintenant aucune base, aucune preuve, et qui est basé sur absolument aucun élément. Et ça nous montre un petit peu la relativité de l'information qui nous parvient ici. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la majorité de mes livres, vous verrez que je prends généralement nos médias comme le mauvais exemple, et souvent, vous verrez, Ukrainska Pravda est, enfin pas seulement eux d'ailleurs, vous avez d'autres médias ukrainiens qui sont finalement beaucoup plus honnêtes que nos médias. Intéressant. Pour revenir à la Palestine, on constate que nos médias ne sont pas tout à fait neutres dans cette affaire. Ici, j'ai pris l'exemple de Anders Breivik, qui avait commis le massacre d'Utoya. Vous vous rappelez, où il avait massacré 70 jeunes. Et il y a des chercheurs de l'université d'Uppsala, en Suède, qui ont recherché
à partir du manifeste qu'avait écrit Anders Breivik, on va chercher d'où il avait tiré ses idées. Et ils ont trouvé que Breivik se sert des travaux du conspirationniste suisse roman Sylvain Besson, qui est journaliste à la télévision suisse romande, qui prétend avoir découvert le projet, nom de code d'un prétendu plan des frères musulmans visant à infiltrer et soumettre l'Occident. Voilà. J'en dis pas plus. Et ça conduit à des affirmations aussi absurdes que celle de Damien Rieur, député Renaissance et le parti de M. Zemmour, qui nous dit « La France a été victime du Hamas ». On voit qu'on fait un raccourci parce que le Hamas, c'est les frères musulmans, la France a été victime d'islamistes, donc islamiste égale frères musulmans, donc la France a été victime du Hamas. Voilà. Vous avez exactement l'exemple du narratif, du conspirationnisme que j'ai expliqué avant, où on enlève tous les petits points jaunes qu'il y avait et on remplace par une autre logique. Le problème de ça, c'est pas tellement que M. Damien Rieu pense ça. Le problème, c'est qu'on va baser nos politiques là-dessus. C'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, on va au-delà des opinions et on base nos politiques là-dessus. Et comme le disait un journaliste d'un grand quotidien français avec qui je parlais l'année passée, il dit « La politique de la rédaction est de ne pas dire la vérité sur le conflit ukrainien, car ça signifierait qu'on soutient Poutine. » C'est textuellement ce qu'il m'a dit. Et on voit, on est exactement ici dans la gestion du narratif. Alors quand on regarde le conflit palestinien, ou israélo-palestinien, on a beaucoup de pièces du puzzle qui manquent quand on regarde nos médias. Le premier, c'est quand on nous raconte sur RTS que la Palestine est l'histoire d'un pays absent, que la Palestine n'a pas existé. C'est faux. East and West Bank, no. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. Golda Meir, première ministre d'Israël, elle a eu un passeport palestinien. La Palestine a existé, contrairement à ce que vous lisez dans les... Et il y a même eu un comité olympique palestinien, il y avait un passeport palestinien, il y avait une société palestinienne qui existait avant 1948. Ça, évidemment, personne ne vous le dit, vous dites un pays qui n'existe pas. C'est faux. Alors, il faut revenir pour ça, peut-être, à cette fameuse résolution 181 de novembre 1947 aux Nations Unies. Et on vous dit, c'est le plan de partage, c'est le plan à partir duquel les Nations Unies ont créé l'État d'Israël. C'est faux. Le plan de partage qui a été proposé, qui a été décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies, par la résolution 181, est en fait la proposition d'un partage de terres entre un État juif, on ne parle pas encore d'Israélien à l'époque, parce que l'État d'Israël n'existe pas, on parle d'un État juif, et d'un État arabe, avec une troisième entité qui est Jérusalem. Ça, c'est ce qu'il faut proposer. Et c'est une proposition. C'est une proposition. Et si vous regardez bien, ceux qui lisent le texte, mais il y a très peu de gens qui l'ont lu, y compris des gens qui se prétendent historiens et qui viennent parler sur les plateaux de télévision, le plan n'est qu'une proposition. Et le plan prévoyait que la répartition qui était prévue ne pourrait être appliquée qu'après consultation populaire de la population. Et le plan n'excluait pas que dans l'État juif coexistent des Arabes ou que dans l'État arabe coexistent des Juifs. Ce n'étaient pas deux États exclusifs. C'était deux États et qui n'avaient pas nécessairement d'ailleurs ces frontières-là. Ce qui s'est passé, alors, il
il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un État, une Palestine qui existait. Cet État de Palestine, il existait, donc ça voulait dire que le plan de partition de 1947 prévoyait un référendum pour dissoudre la Palestine existante et des référendums pour valider la répartition des terres ensuite. Mais, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, au 14 mai 1948, qui est la date d'indépendance d'Israël, aucune consultation populaire n'a été réalisée et les milices juives qui étaient alors actives avaient pris plus de terres que même ce que le plan de partition prévoyait. C'est la raison pour laquelle il y a la guerre de 1948. Ce n'est pas parce que les Arabes n'étaient pas d'accord avec le plan de répartition, c'est parce qu'en 1948, 6 mois après la décision des Nations Unies, la décision n'avait ni été appliquée ni respectée par les milices juives qui avaient déjà vidé le territoire de Palestine et qui avaient déjà créé ce qu'on a appelé la Nakba, c'est-à-dire ce que les Palestiniens appellent la catastrophe, c'est-à-dire l'évacuation des réfugiés. Ceux que vous avez aujourd'hui à Gaza viennent en grande partie de cette première évacuation forcée des populations depuis 1947, entre 1947 et 1948. Voilà. Et ça, c'est des choses, évidemment, qu'on ne dit jamais, parce que ce qui s'est passé entre 1940, la résolution 1947 et la déclaration d'indépendance d'Israël, c'est qu'Israël voulait son État, donc un État exclusivement juif et éventuellement un petit État palestinien, alors que les Palestiniens auraient préféré conserver la Palestine avec les deux peuples en elle. Voilà. Le problème est que les Palestiniens, comme vous l'avez vu sur la carte ici, la population arabe était 2 tiers de 66%, enfin 68%, et les Juifs 32%. Donc les Juifs savaient très bien qu'avec une consultation populaire, ils n'auraient jamais raison. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi l'option de vider militairement la Palestine. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Palestiniens disent la création même, donc 1948, est déjà illégale. C'est pour ça que c'est une des raisons, nous en verrons d'autres, pour lesquelles ils ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël. C'est tout simplement parce que la résolution initiale n'a jamais été respectée. D'ailleurs, vous noterez que les Israéliens se réfèrent plus souvent à leur présence 2000 ans auparavant qu'à la résolution 181. Ils savent très bien pourquoi. Ensuite, il y a la question des frontières. Parce qu'en 1948, le 14 mai, Israël est donc créé, mais ne définit pas ses frontières. Et c'est un phénomène qui est maintenant bien connu, mais, sauf par nos médias, mais que l'on trouve dans les mémoires de Ben Gurion. Et la question s'est posée, quelles sont nos frontières ? Et les Israéliens ne définissent pas. Encore aujourd'hui, Israël n'a pas de frontières définies. C'est le seul pays du monde qui n'a pas de frontières définies. Pourquoi ? Alors, si vous regardez l'emblème de l'Irgun, qui était une des milices qui a contribué à la création d'Israël, vous voyez la carte qui est derrière le fusil. Elle vous rappelle celle-ci. Parce qu'en réalité, la Palestine mandataire que les Britanniques ont reçue comme mandat en 1920, ou 1922, 20, elle comprenait ce qu'on appellerait l'endroit où se trouve Israël aujourd'hui, disons ça comme ça, et la Transjordanie, la partie qui se trouve ici, c'est la Transjordanie, aujourd'hui Jordanie. Et c'était, en 1920, les Britanniques ont reçu le mandat. En 1922, les Britanniques ont donné ce territoire au royaume hachémite, qui venait d'être chassé d'Arabie Saoudite.
Et les Britanniques, donc, ont donné la Transjordanie aux Hachémites. Et les sionistes, les sionistes qui étaient à ce moment-là en Europe en grande partie et certains d'entre eux en Israël, enfin, ce qui n'était pas encore Israël à ce moment-là, ont demandé que les Britanniques révisent leurs décisions. Et du coup, on appelait ces sionistes les sionistes révisionnistes qui ont formé la Haganah B ou Irgun, dont l'insigne est là. Et ces gens-là, dont est dérivé le Likoud aujourd'hui, de M. Netanyahou, c'est des gens qui ont toujours dans l'idée qu'Israël doit récupérer un territoire qui est plus grand. C'est pour ça que les frontières ne sont pas définies. Et ça vous donne une deuxième raison pour laquelle les Palestiniens ne peuvent pas reconnaître Israël, parce que si vous reconnaissez un pays qui n'a pas défini ses frontières, ça veut dire que votre existence même a toutes les chances de ne pas tout simplement exister, puisque vous leur donnez une carte blanche sur votre territoire aussi. Voilà pourquoi il est impossible pour les Palestiniens, y compris pour le Hamas d'ailleurs, de reconnaître Israël parce qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. Donc il n'est pas question ici d'antisémitisme et de choses comme ça, on est sur de la simple géographie et du droit. Alors quand vous regardez la carte, vous remarquez qu'après en 1947, il y avait eu ce plan de partage, qui était une proposition, je le rappelle. Il y a eu la guerre de 1948, et en 1948, la guerre de 1948 a conduit à une victoire israélienne qui a amené cette carte-là, qui est, et j'ai mis la frontière en vert, parce qu'elle est connue internationalement comme étant la ligne verte. Et c'est, en fait, la frontière de facto acceptée par la communauté internationale, mais qui n'est même pas les frontières légales d'Israël. Elle est simplement acceptée par la communauté internationale parce qu'on n'a pas d'autres frontières. Et c'est cette frontière et pas d'autres. Après la guerre de 1967, on a l'occupation des territoires occupés, donc Gaza, évidemment ici, les territoires, la Cisjordanie là, et le Golan. Et ça, c'est la situation qu'on a depuis 1967. Quand on vous dit que les Palestiniens voient la Palestine de la mer Méditerranée au Jourdain, eh bien en fait, les Israéliens, c'est exactement la même chose, puisque la ligne verte est interdite dans les écoles israéliennes, par le Parlement, a été interdite par le Parlement israélien. Donc si on reprend ici, la ligne verte, c'est ça, et la frontière qui est reconnue par les Israéliens, c'est celle-là, aujourd'hui. Et c'est entériné par des lois. Donc, quand on parle des Palestiniens, on dit oui, ils ne veulent pas des Israéliens, puisqu'eux veulent de la Méditerranée au Jourdain. Mais en fait, les Israéliens veulent exactement le même. Et la raison pour laquelle les Palestiniens parlent toujours de la mer Méditerranée au Jourdain, c'est-à-dire grosso modo, la partie qu'on a là en bleu, c'est la même surface que celle que réclament les Israéliens. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que les Israéliens voient ce territoire comme étant juif, d'où la loi sur l'État juif, alors que les Palestiniens restent sur l'idée de l'État de Palestine d'avant 1948, qui est un État mixte. C'est ça la différence. Et quand vous lisez, on va revenir au problème de la charte du Hamas, vous verrez ça encore. Voilà, on arrive à cette charte du Hamas d'ailleurs. Quand on voit la RTS qui nous dit que l'objectif de l'organisation, donc du Hamas, c'est d'islamiser le territoire palestinien, d'obtenir une souveraineté, mais aussi de détruire l'État d'Israël. Est-ce que c'est vrai? Vous allez vérifier. En fait, c'est faux. L'objectif de détruire l'État d'Israël a été, il est vrai, écrit dans la charte du Hamas de 1988. Et c'est ce que citent tous nos médias. Mais le Hamas a écrit une autre charte qui a été publiée en 2017.
dans lequel la destruction d'Israël n'apparaît pas du tout. L'expression n'apparaît tout simplement pas. Ce n'est pas un objectif du Hamas. Et il est vrai qu'il parle d'Israël comme entité sioniste et non pas d'Israël, parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître Israël pour les raisons qu'on a vues précédemment. Mais à part ça, il n'y a pas d'objectif de détruire Israël. Cette expression qu'on a prise sert aujourd'hui le narratif pour justifier la violence, parce que finalement on vous dit c'est ou eux ou nous. Ce qui est faux dans les termes. Alors, on vient maintenant, on va commencer à s'approcher un peu du conflit, on va parler un peu des chiffres, je ne vais pas trop m'étaler sur les chiffres, parce que le but n'est pas d'aller dans les détails opérationnels, mais d'expliquer la mentalité avec laquelle on présente ces choses-là. Alors, je prends de nouveau mes exemples, comme la RTS, me considère comme un agent de Poutine, ça me permet comme ça de les prendre comme mauvais exemples. À la différence que eux considèrent qu'ils sont comme agents de Poutine sans avoir de preuves, alors que moi je sais qu'ils mentent avec des preuves. Ça va peut-être dire la seule différence. Donc quand ici, la tête nous présente le ministère de la Santé du Hamas, c'est fin janvier, et c'est le bilan de 29 878, donc on n'est pas tout à fait à 30 000 morts, mais bref. Le ministère de Santé du Hamas. Pourquoi on dit ça? Pour décrédibiliser le Hamas. Et on vient vous dire d'ailleurs que les 30 000 morts, c'est la propagande du Hamas. Est-ce que c'est vraiment la propagande du Hamas? Alors quand on regarde, j'habite en Belgique, la radio-télévision belge, sur la question du ministère de la Santé du Hamas, a une autre vision que les Suisses. En l'occurrence, la RTBF, le 26 octobre, disait « L'autorité palestinienne endosse donc ces chiffres comme émanant de son administration au ministère de la Santé situé entre autres à Gaza. Il est donc correct de se référer à ces chiffres comme étant chiffres du ministère de la Santé palestinien et non pas du Hamas. » Mais on a des médias qui cherchent à provoquer la haine, donc évidemment c'est très logique. Quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit d'ailleurs que la revue médicale de Lancet, qui est sans doute la plus prestigieuse revue médicale dans le monde, revue britannique, indique qu'il n'y a pas de preuve d'une mortalité gonflée dans les rapports du ministère de la Santé de Gaza. Donc quand on vient vous dire ces chiffres sont faux, comme vous avez Caroline Fourès, par exemple, qui vous dit à la télévision que les chiffres du Hamas doivent être divisés par 10, c'est tout simplement, c'est basé sur rien du tout, strictement rien. Parce que le Lancet, c'est d'ailleurs un document qui a été publié le 6 décembre 2023. Ils ont fait plusieurs analyses d'ailleurs de la mortalité palestinienne pour en vérifier la validité. Et ils ont chaque fois constaté que les chiffres étaient corrects. Et puis, on sait par un journaliste israélien que les services de renseignement israéliens, pour évaluer la mortalité à Gaza, utilisent les chiffres du ministère de la Santé de Gaza et qu'ils considèrent les chiffres palestiniens comme fiables. Voilà. Et ça vous montre comment nos médias lancent de l'huile sur le feu en permanence. Alors évidemment, on ne va pas entrer sur les détails, mais j'avais quand même envie de montrer cette cette carte, qui est la carte de Gaza, ça ne prend rien, mais j'ai voulu quand même la superposer avec la carte des destructions qui sont marquées en rouge sur cette carte depuis le mois d'octobre, et qui vous montre qu'on est bien au-delà d'une guerre contre le Hamas, qui d'ailleurs n'a pas perdu ses capacités de combat, qui reste à peu près aussi active aujourd'hui qu'elle l'était en octobre, quand les Israéliens sont rentrés. Et donc, on a des bombardements contre une population, et non pas contre
simplement une organisation, dont le terme terroriste d'ailleurs mériterait d'être discuté. Alors, j'aimerais rapidement survoler la question des crimes de guerre. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais quand même pour vous montrer, parce que la question des crimes de guerre est importante ici, elle est toujours importante, mais ici elle a une importance particulière parce que dans ce conflit, elle sert de justification à d'autres crimes de guerre. Quand on vous dit les Israéliens ont bombardé la population civile, on dit oui, mais le Hamas a attaqué le 7 octobre. Voilà. Alors, en droit international, un crime, comme d'ailleurs en droit normal, un crime ne justifie jamais un autre crime, dans tous les cas de figure. Alors, de nouveau, je m'excusez de prendre la RTS, mais je trouvais intéressant, le 11 octobre, ils ont fait l'interview de cet Israélien qui est un des kibbutz de ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. L'enveloppe de Gaza, c'est, pour reprendre cette carte, donc Gaza, c'est évidemment la zone qu'on a là, ça vous avez tous vu vous-même. L'enveloppe de Gaza, c'est la zone qui entoure la bande de Gaza. C'est Zikim, Sderot, Netiviot, Rim, Urim, etc., qui est la zone dans laquelle les Israéliens ont installé un dispositif militaire pour surveiller Gaza. C'est d'ailleurs ce dispositif que les Palestiniens ont attaqué le 7 octobre 2023. Enfin, bref. Donc c'est un des citoyens de là. Et on ne va pas discuter tout le texte parce qu'il y a juste un mot qui est intéressant. Quand on entend l'interview, elle est traduite en français. Et donc le texte en français qu'on entend quand on regarde sur le site de la RTS, c'est celui-là. Nous avons vécu une petite Shoah, ils ont tué des bébés, des femmes. Mais quand vous lisez le texte qui est écrit sous l'interview sur le site de la RTS, c'est plus ils ont tué, c'est ils ont égorgé des bébés. Tuer, ça pourrait être une balle, égorger, là, on est dans la sauvagerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même site, le même jour, qui transcrit un texte qui a été traduit par eux-mêmes dans un premier temps, qui ont traduit ce qu'a dit. Mais dans le texte écrit, il nous donne un terme beaucoup plus brutal que la réalité. De nouveau, on est dans l'exacerbation ici des émotions. Alors, il faut savoir que le 7 octobre, il n'y a qu'un seul bébé qui a été tué, pas des bébés, un seul. Et d'après les témoignages qui ont été produits dans la presse israélienne, il a même été tué par l'armée israélienne. Et il n'y a pas eu, alors des femmes, ça, on ne sait pas, mais ils n'ont pas égorgé une femme. Il n'y a pas de femme égorgée, il n'y a pas de femme éventrée, on y reviendra. Quant au viol systématique, ça s'est apparu très récemment. Et là, de nouveau, j'ai pris un extrait de la RTS qui nous parle d'une enquête approfondie du New York Times. Voilà. Et cette enquête du New York Times, c'est celle-ci. Alors, on va pas détailler tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que des journalistes américains se sont penchés sur les témoignages, parce que la particularité de ces viols... Alors, comme vous savez, vous ne savez pas, mais lorsque j'étais aux Nations Unies, je m'occupais de la doctrine des opérations de maintien de la paix, et en particulier de la protection des civils, et en particulier de la question des violences contre les femmes et les enfants lors des conflits. Et on a travaillé sur des directives pour aider à la gestion de ces situations, etc. Donc c'est un sujet que je connais très bien. Et d'ailleurs, même à l'OTAN, on m'a demandé de m'occuper de ça, parce qu'il y avait un problème semblable qui se déroulait en Afghanistan alors que j'étais en poste à l'OTAN. Et alors, les journalistes qui sont penchés là-dedans sont penchés sur la question des témoignages. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails ici parce que c'est extrêmement pointu. J'ai regardé ces témoignages dans le détail et effectivement, il y a des choses assez troublantes parce qu'il y a énormément de témoignages de viol, mais il n'y a pas de victimes. Alors,
Ça pose évidemment un petit problème, et c'est la police israélienne d'ailleurs qui le dit. Et il n'y a pas non plus de preuves forensiques de ça, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport de médecine légale. Bref, donc ça pose un problème, quid de ça. Et pour la question de cet article du New York Times, il y a une personne centrale dans l'article du New York Times qui a été, comme disait une enquête approfondie du New York Times, comme dit la RTS. Donc dans cette enquête, il y a une personnalité, une femme qui joue un rôle central. Or, il s'est avéré que quand le New York Times a publié cette histoire, la famille de la personne qui a ce rôle central dans l'article, elle a téléphoné au New York Times et a dit « mais on ne vous a jamais dit que notre fille a été violée et nous ne savions pas qu'elle a été violée. On n'a aucune connaissance du fait qu'elle ait été violée. » Donc le New York Times a fabriqué manifestement cette histoire et ça a déclenché toute une suite d'interviews, et très récemment, dans un article de The Intercept, qui est un média alternatif américain, ils ont repris toute l'étude et ils se sont aperçus qu'effectivement que le New York Times a triché avec les témoignages et a finalement fabriqué ou très largement amplifié quelque chose dont on ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Mais il y a peut-être eu des viols, mais les circonstances montrent qu'il n'y a probablement pas eu de viol systématique, ni même planifié. Alors qu'il y en ait eu un ou deux, ça c'est possible, ça on ne va pas dire que ça n'a pas existé, mais pas de la manière dont ça a été décrit ici, c'est-à-dire des viols systématiques avec une volonté déterminée du Hamas de violer un maximum de femmes dans le cadre d'une stratégie de guerre. Et vous savez que le gouvernement israélien a fait circuler un film d'environ 40 minutes qui a été présenté confidentiellement à plusieurs, par le truchement des ambassades israéliennes dans le monde, et qui a été présenté à un public sélectionné, généralement composé d'ailleurs de journalistes. Et un journaliste britannique, Owen Jones, qui est journaliste qui était ou qui est encore, je ne sais pas, maintenant je n'ai plus ça en tête, mais qui faisait partie du Guardian, qui est un célèbre quotidien britannique, et il a vu le film, il a dit il n'y a aucune scène de décapitation d'individus vivants, il n'y a aucun élément permettant de documenter l'accusation de torture, il n'y a aucune scène de viol ou de violence sexuelle, il n'y a aucune scène montrant de la masturbation des enfants. Alors il dit il y a probablement eu des violences, mais ce qu'on nous raconte est manifestement exagéré, et on voit des gens tirer, mais on ne sait pas sur qui. Ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas vu le film, mais c'est ce qu'il dit. De nouveau, la question ici n'est pas tellement de savoir ou d'excuser même s'il y a eu des crimes. S'il y a eu des crimes, ils doivent être punis sans aucune discussion. Le problème qu'il y a ici, c'est qu'on joue sur les émotions pour amplifier des phénomènes et ensuite appliquer une politique ou une stratégie. Et c'est ça qui est la chose dérangeante dans cette affaire. Alors, ça, et si vous lisez mon livre sur l'opération Déluge d'Al-Aqsa, vous avez tout le détail ici. Je n'ai pas voulu faire le détail, mais j'ai voulu quand même montrer ici que les Israéliens se sont intéressés à ce qui s'est passé. Et les journalistes, Idiot Aronot, ont creusé tout ce qui s'était passé le 7 octobre. Et en fait, ils ont une image de ce qui s'est passé ce jour qui est très différente de ce que nous montrent nos médias. Et ils nous montrent surtout une journée où l'armée israélienne était en panique et où on a commencé un peu à tirer à gauche et à tort et à travers sur un peu tout le monde. Et vous avez d'ailleurs, sur une des chaînes, le 12e canal de la chaîne israélienne, une jeune commandante de chars, le char Merkava, donc c'est ces chars de combat, qui explique ce qu'elle a fait le 7 octobre, où elle est intervenue avec ces chars, elle n'avait pas d'ordre pratiquement, elle est intervenue dans le kibbutz Be'eri, et puis elle a commencé à tirer, elle a demandé est-ce qu'il y a des civils dans la maison, où on lui a dit de tirer. Puis on lui a dit on ne sait pas, tire. Voilà. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit pardon, excusez-moi, ce serait ici plutôt. Quand vous regardez les dégâts effectués, vous voyez bien que ça n'apparaît pas comme étant les dégâts causés par quelques combattants avec des kalachnikovs. On est avec des dommages qui sont considérablement plus importants.
Il faut préciser ici, je ne sais pas, et personne ne sait peut-être le 100% de ce qui s'est passé cette journée, mais il est clair qu'on a amplifié un phénomène pour appuyer un narratif qui lui-même permet tout et n'importe quoi, et notamment ce qui se passe actuellement à Rafah. L'histoire de la femme éventrée, par exemple, dont tout le monde parle, et on vous le sort sur les médias français, à peu près. Ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu de femme éventrée, il n'y a pas eu de femme enceinte éventrée le 7 octobre. La vidéo que cette journaliste israélienne a présentée est en fait une vidéo qui a été tournée au Mexique lors des conflits entre les mafias locales, etc. Mais ça a passé comme étant une action des combattants du Hamas. Alors je vais terminer quand même là-dessus, sans faire de commentaires. C'est l'échange des prisonniers qui a été fait en novembre 2023 entre le Hamas et les autorités israéliennes. Et là, on est côté Hamas. Ces images, elles ont certainement un effet de propagande. Elles ont été tournées par les brigades Izz-Din al-Qassam, ou du martyr Izz-Din al-Qassam du Hamas. Donc c'est la branche armée du Hamas. Mais ça reste quand même des images. Et lorsqu'on voit les autres personnes qui ont été libérées par leur... D'ailleurs, les femmes qui sont exprimées dans la presse israélienne sont toutes exprimées positivement à l'égard des gens du Hamas. C'est ça qui est assez frappant. Et on a même une femme israélienne qui a écrit une lettre de remerciement aux combattants du Hamas et qui a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi rassurée qu'avec les gens du Hamas, parce que ce qui s'est passé, ces gens qui étaient prisonniers, c'était prisonniers quand même, mais ils avaient plus peur des tirs et des bombardements israéliens que des Palestiniens. Et les Palestiniens leur ont dit, on va vous protéger, parce que le but des Palestiniens n'était pas simplement de faire des prisonniers, c'est de les échanger. Donc ils ont protégé ces prisonniers. C'est très logique en réalité. Et les prisonniers qui ont été libérés, les prisonnières en particulier, parce que c'est en priorité les femmes et les enfants ont été libérés en premier. On pourrait reparler, mais s'il y a des questions là-dessus, je réponds volontiers, puisque tout ça est détaillé dans mon livre, j'ai étudié la question en détail, mais on constate que
les femmes sont ressorties très impressionnées. Et je ne crois pas qu'il faut parler du syndrome de Stockholm ici, on n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, des spécialistes, on n'est plus du tout là-dedans. Les gens du Hamas sont effectivement très bien comportés. Et à telle enseigne, d'ailleurs, que le gouvernement israélien a émis une directive interdisant aux gens qui ont été libérés de s'exprimer dans la presse. Donc, on voit bien qu'on est... oui. Alors, quand on parle des enfants, parce que, il faut savoir que les gens de Hamas sont attaqués le 7 octobre pour faire des prisonniers. Initialement, ils voulaient prendre des prisonniers militaires. C'est pour ça qu'ils ont attaqué 25 positions militaires. Mais comme la bonne partie de ces militaires, une bonne partie de ceux-ci avaient été envoyés en Cisjordanie, dans certains endroits, ils n'ont trouvé que des civils. Et c'est la raison pour laquelle ils sont entrés, d'ailleurs, on a des témoignages de combattants du Hamas, sont entrés dans les maisons, puis ils ont dit, ben, on va attendre les forces de sécurité. Ils ont même dit à la propriétaire, appelez les forces de sécurité pour qu'ils viennent, parce que c'est ceux-là qu'on ne veut pas vous prendre. Hein? C'est ce que des femmes ont témoigné après dans la presse israélienne. Leur but était de prendre des combattants. Et il y a même un Palestinien qui est entré dans une maison, et de nouveau, c'est une femme israélienne qui raconte de ça. Le Palestinien est entré, et il cherchait des militaires, et puis sur la table, il voit une banane, et puis il demande à la dame, est-ce que je peux prendre la banane, s'il vous plaît? Donc on est très loin de l'attitude que nos médias ont représentée de cette attaque, qui était certainement brutale. C'est une attaque militaire, c'est brutal. Mais certainement pas aussi sauvage que celle qu'on a présentée pour justifier ensuite ce qui s'est passé. Alors, l'idée de prendre, la raison pour laquelle le Hamas a voulu faire ça à ce moment-là, c'est qu'il y avait jusqu'à fin 2021, enfin 2022, des négociations entre le Hamas, par Qatar interposé, entre le Hamas et le gouvernement israélien pour la libération des quelques 5000 prisonniers qui sont dans la prison israélienne, dont 1000 personnes qui n'ont pas qui sont accusées, qui sont emprisonnées sans charge aucune, donc ils ne savent pas pourquoi, et puis des enfants qui sont prisonniers. Et donc, ces enfants, ils ont été, lors de l'échange de prisonniers qui a eu fin novembre, certains enfants ont été libérés. Donc, c'est intéressant de voir ces enfants. J'ai fait un détour, parce que vous vous rappelez que l'année passée, la Cour pénale internationale a mis en accusation Vladimir Poutine pour les enfants qu'ils auraient enlevés. Alors, des journalistes américains ont retrouvé les enfants russes enlevés. Alors, en Russie, les enfants qui ont été enlevés par Vladimir Poutine et qui ont été retrouvés par les journalistes américains, ça donne ça. Ils sont logés dans les hôtels, ils ont simplement été mis à l'écart du champ de bataille par leurs parents. C'est surtout des enfants de la région de Donetsk qui étaient menacés par les tirs ukrainiens et que les parents ont confiés à la Russie pour qu'ils soient en sorte de colonie de vacances, si vous voulez. Enfin, pas colonie de vacances, parce qu'ils sont dans des hôtels et ils travaillent. Il y a des heures de musique comme celle-là, et puis il y a des heures d'études, etc. Donc c'est des sortes de vacances studieuses. En Cisjordanie, la chose est un peu différente, mais nous avons réagi. Nos pays ont réagi, ont ajouté des sanctions d'ailleurs à la Russie pour ça. Alors que les enfants israéliens qui ont été libérés sont sortis avec les bras cassés, avec des blessures, et ont dû être hospitalisés, certes pas tous, mais certains. Donc, on voit ici qu'on est pas seulement sur deux poids, deux mesures, on est vraiment sur une influence des perceptions qui a vraiment pour but de nous inciter à, à faire une distinction très stricte entre gentil et méchant. Alors voilà, c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est-à-dire de revenir un petit peu au fait et de nous remettre en question un peu l'information qu'on a et voir si vraiment les médias qui nous informent vraiment avec honnêteté
pour qu'on résolve le problème, ou bien s'ils ne sont pas une partie du problème.